Alors, je vais en profiter pour appeler mes intervenants et intervenantes. Aurélien Bergonzo, d'Amcom Group, Iman Abdou de ISNCF, Marc Jamet de la DGE, Olivier Rachmadou de Totem, et je n'appellerai pas David Giger, puisque lui, on va le voir en vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu hier sur TikTok, il semblerait que la 5G, ça ne soit pas nouveau, que déjà les Égyptiens disposaient d'antennes 5G dans les pyramides. Non, vous n'avez pas entendu ça? Iman? Plutôt là. Bien. À tout seigneur, tout honneur. Bonjour Iman. Vous êtes chef de projet Living Labs 5G chez ISNCF et on vient de mentionner ce projet. Le ministre lui-même l'a mentionné. Bravo. Bonjour Iman. Olivier Rachmadou, vous êtes directeur marketing et commercial chez Totem et on expliquera tout à l'heure ce que fait Totem. Bonjour. Marc, vous êtes le digne successeur du ministre qui a déjà évoqué un certain nombre de sujets qu'on va évoquer ensemble. Malheureusement, oui. Mais non, on va aller plus loin avec vous. Parfait. Et puis pour terminer, Aurélien Bergonzo, vous êtes directeur innovation et technologie chez Amcom Group. La première question sera pour vous, Olivier. La 5G, c'est un écosystème. Donc, commençons par essayer de cartographier un petit peu cet écosystème et nous expliquer ce que fait Amcom dans cette galaxie de solutions autour de la 5G. Alors, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Amcom, c'est une belle ETI française, 2000 personnes, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre spécialité, c'est de fabriquer des câbles. Alors, des câbles de haute technicité pour l'automobile, pour les véhicules électriques et connectés. Donc c'est un premier lien avec la 5G parce qu'effectivement ces véhicules sont connectés. Ce n'est pas le lien qui va nous animer aujourd'hui. Et après on est aussi présent dans des câbles pour les télécommunications. Pour les télécommunications, du coup Fiber to the Home, mais aussi 5G, réseau public et réseau privé. Et puis finalement le point sur lequel on est ravi de partager notre expérience, c'est qu'on est en train de déployer, d'expérimenter avec notre partenaire Alsatis qui est dans la salle, un réseau privé 5G. Ça a été mentionné par le ministre. Exactement, donc avec Alsatis, ce réseau privé 5G sur un site industriel, donc vraiment pour un levier de compétitivité, et ce réseau privé 5G se veut souverain. Donc voilà, c'est un petit peu notre ça, vous êtes coché toutes les cases là. On espère en tout cas, voilà. On reste dans l'écosystème avec Olivier. Alors Olivier, Olivier, quel est le rôle de Totem au sein de cet écosystème? Comment vous vous placez? Quelle est la place de votre solution? Alors, bonjour à tous. Donc, Totem est une filiale d'Orange. On est un acteur indispensable de la chaîne de valeur, mais tout seul, on ne sert à rien. On a besoin de travailler avec un nombre d'acteurs importants de l'écosystème, les opérateurs, les fabricants d'équipements, etc. Et donc, le métier de Totem, c'est de gérer, de maintenir, d'investir dans des infrastructures indoor et outdoor pour les opérateurs, pour nos clients qui viennent mettre leurs équipements actifs sur nos infrastructures passives. Peut-être le redire à plusieurs reprises, mais c'est important de bien séparer cette notion d'actif et de passif. Et donc, on dispose d'un patrimoine qui est aujourd'hui géré, commercialisé, maintenu, entretenu par Totem de 20 000 points hauts et sites et emplacements sur l'ensemble du territoire en France, 7 000 en Espagne. On est une entreprise d'une centaine de collaborateurs en France et on intervient sur l'ensemble du territoire. Nous proposons des solutions également à des clients entreprises qui viennent mettre des faisceaux hertziens, des équipements radio, des équipements IoT, plein d'équipements privés sur nos infrastructures, on va y revenir, et qui font toute l'activité de TowerCo, qui est ce marché, donc ce terme anglais, d'opérateurs d'infrastructures. Alors, dans cette galaxie, il y a plein d'acteurs. Il y a des acteurs d'infrastructure, il y a des opérateurs, il y a des opérateurs publics, des opérateurs privés. On s'y perd un petit peu. Est-ce qu'il y a un œuf et une poule? Qui est le donneur d'ordre dans les marchés? Alors, le donneur d'ordre, c'est celui qui a un besoin véritablement d'offrir des services, c'est plutôt l'entreprise. Ça va être les entreprises qu'on a citées tout à l'heure, mais toutes seules, elles ont besoin d'être accompagnées par un certain nombre d'acteurs, évidemment des équipementiers, on a parlé de Nokia, évidemment des aménageurs, évidemment tout un écosystème, et les TowerCo en font partie. Nous rencontrons régulièrement, nous avons de nombreux projets en cours de discussion avec un certain nombre d'acteurs. On va y revenir dans le domaine du ferroviaire, dans le domaine des ports, dans le domaine du transport, avec des collectivités. Beaucoup de sujets, beaucoup de cas d'usage sur lesquels on reviendra tout à l'heure.
Et donc, les opérateurs également, les divisions entreprises des opérateurs conseillent également ces clients-là, puisqu'il y a une étude récente qui a été publiée qui montre que 72% des entreprises attendent de la part de leur opérateur, et nous, Totem, c'est notre métier, on travaille avec les 4 opérateurs français, attendent de leur opérateur de leur proposer, de leur soumettre des cas d'usage. Et donc, nous, on a une partie intégrante, mais une fois de plus, je le rappelle, tout seul, on ne sert pas à grand-chose, donc on a besoin de faire partie de cet écosystème, ce qu'on fait au quotidien, avec cette proximité avec les opérateurs. Orange, évidemment, qui est notre actionnaire et notre client, mais l'ensemble des 3 autres opérateurs qui sont, et de tous les opérateurs en entreprise qui interviennent sur le territoire. Iman a entendu parler 2 acteurs de l'écosystème. Vous êtes plutôt du côté de ceux qui vont expérimenter, qui vont mettre en musique un petit peu toutes ces technologies. Alors, vous êtes chef de projet chez Living Labs 5G. Alors, ça consiste en quoi, ce rôle ? Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous savez, en fait, la SNCF, c'est une grande maison qui s'étale sur l'ensemble du territoire français. Et les télécoms à la SNCF sont présents un peu partout, dans les applications ferroviaires, pour les applications, pour les communications, sol-bord critiques. Et ça, c'est géré par SNCF Réseau. Sol-bord, c'est entre la gare et le train. La gare, les trains ou sur la voie ferrée. Voilà. Et nous, en fait, dans notre direction ISNCF, on s'intéresse plutôt aux applications ou aux besoins purement industriels. Donc, d'où dans votre les gares. présence ici. On va parler de Tout à fait. Tout à fait. Donc, notamment dans les gares, pour les applications qui sont orientées grands voyageurs ou grand public, plutôt, et dans les technicentres. Donc il faut savoir en fait qu'à la SNCF, il y a 2 types de technicentres. Il y a les technicentres industriels, donc c'est des gros entrepôts où on fait en fait la réparation des pièces des trains. Donc il y a de la machine-outil, tout ça, on a besoin de... Oui, c'est des environnements assez complexes, tout à fait. Et il y a le technicentre de maintenance, donc c'est des garages qui sont souvent en fait à 2 km de la gare. Et qui s'occupe en fait de faire de la maintenance et des opérations courantes des trains qui font leur mission tous les jours. Voilà. Donc là, c'est notre terrain d'expérimentation, les technicentres et aussi les gares. Et c'est, dans les technicentres, actuellement, ils sont couverts en fait en réseau public et en réseau et en Wi-Fi. Alors justement, pourquoi la 5G ? Puisque vous avez déjà des Wi-Fi, du réseau public. Qu'est-ce que la 5G va apporter de plus ? Alors effectivement, la 5G, la 4G permet en fait de répondre aux différents cas d'usage de nos métiers. Mais nous, notre objectif, c'est en fait de déployer une technologie qui est à l'état de l'art, avec des fonctionnalités en fait que la 4G n'offre pas. À titre d'exemple, le slicing, par exemple, qui permet en fait de fournir des performances différentes selon chaque besoin d'application. Et vous allez avoir besoin des 3 types de classes de services, vous ? Oui, tout à fait. Voilà. Un autre exemple, la communication par satellite, qui va nous permettre en fait dans un avenir proche de fournir une connectivité dans les emprises ferroviaires et dans des zones qui sont inaccessibles. Bien. Alors notre 3e intervenant, ce n'est autre que David Gliger, donc qui est à distance, et je propose à la régie de nous envoyer la petite vidéo. ArcelorMittal France a pour ambition d'être un des leaders de la sidérurgie 4.0 en France et en Europe. Et s'est lancé dans un grand programme de transformation digitale dont une infrastructure agile et sécurisée est un des piliers. Grâce au réseau 5G Steel, soutenu dans le cadre de France Relance 2030, nous avons pu mettre en service le plus grand réseau 5G Ready de France, fonctionnant dans un environnement industriel complexe. Pour comprendre ce qu'apporte la 5G à l'optimisation des process pour des salariés d'un site comme Dunkerque, projetons-nous 1 minute sur le métier d'un manager posté sur un train à la minoire à chaud comme celui de Dunkerque. Un manager posté, première ligne managériale de nos usines,
doit pouvoir accompagner au quotidien nos opérateurs de ligne à travers des actions de sécurité, à travers des points sécurité, des audits de terrain, des actions de ressources humaines comme des demandes de congés, des demandes d'absence et des échanges de performances opérationnelles sur le terrain. Il devait alors aller jusqu'à son bureau, distant de plusieurs centaines de mètres, revenir près de son collaborateur, du fait qu'une installation, comme un train chaud, fait 600 mètres de long et produit des coils à laminer à chaud de plus d'1 kilomètre de long. Et pourtant, nous étions en zone blanche de couverture réseau par les opérateurs de réseau public. Aujourd'hui, grâce au réseau 5G Style, le manager posté peut gagner plusieurs dizaines de minutes précieuses de déplacement pour se focaliser sur son action managériale au plus près des équipes et du terrain. La 5G répond à un vrai besoin de compétitivité, de performance, sachant que nos compétiteurs principaux, majoritairement en Asie, sont et seront eux aussi équipés de cette 5G industrielle. C'est donc un juste équilibre et l'accès à la connectivité pour un secteur majeur pour l'industrie française. D'ailleurs, ArcelorMittal a pour ambition d'être le leader de la décarbonation et de réduire de 35% ses émissions de CO2 en France en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous avons démarré un vaste projet d'augmentation de l'usage d'acier recyclé qui va passer de 1 million à 2 millions de tonnes par an, l'usage sur notre site de Dunkerque. Et par ailleurs, la traçabilité et la qualité de cet acier recyclé est faite dès aujourd'hui via l'usage de notre réseau 5G Style. Nous allons continuer à développer les cas d'usage sur la mobilité des hommes, des machines et des procédés sur notre site de Dunkerque, poursuivre le déploiement du réseau sur les autres sites et former à grande échelle nos salariés et notre écosystème. Merci David. Aurélien, on va passer d'un projet 5G industriel à un autre, puisque vous aussi vous déployez de la 5G en milieu industriel. Donc qu'est-ce que la 5G apporte dans votre cas d'usage particulier ? Effectivement, alors le point de départ, on a un site qui est un tout petit peu plus petit que celui qu'ArcelorMittal, mais à peine. À peine. Donc notre point de départ, en fait, c'est un site de 50 hectares extérieur, 17 hectares couverts. Donc ça, c'est le point de départ. Et ce qui s'est imposé, c'est un peu une problématique métier. En fait, dans le métier, alors ce que mentionnait David, c'est une problématique, j'ai l'impression qu'on est tous un peu confrontés à ça sur des gros sites, c'est le problème de couverture ou de connectivité. Donc nous, on avait un site, un réseau Wi-Fi, qui couvrait incorrectement l'ensemble du site, avec des zones blanches, et puis surtout des zones d'interconnexion qui étaient vraiment très mauvaises. Avec des coupures. Exactement. Donc on va avoir des opérateurs qui vont devoir faire des suivis de flux de machines ou des flux de marchandises pour optimiser finalement notre production. Et finalement, à chaque fois qu'ils vont perdre du temps ou pas être connectés, devoir se redéplacer, faire des retours. Donc on a des inefficiences significatives à longueur de jour et de nuit, parce qu'on est dans des usines qui tournent en 3/8. Et donc effectivement, là, c'était vraiment le point de départ. Et le Wi-Fi, c'était une des options, c'était de dire, on va augmenter le nombre d'antennes Wi-Fi, on va voir comment on peut faire mieux l'interconnexion. Et ça s'est pas imposé comme une solution technique. La première solution technique qui a été remontée par les équipes vraiment DSI, des systèmes d'information, c'était plutôt sur un réseau privé 4G. Je pense que c'est un petit peu dans la même logique que la SNCF, c'est le réseau privé 4G répondait à ce besoin. On était capable d'amener une couverture réseau. Et là, on a vraiment réfléchi, on a travaillé, on a quand même un peu étudié ce que c'était que la 5G pour s'approprier nous-mêmes cette technologie. Et on s'est rendu compte que finalement, il fallait mieux qu'on s'engage sur une technologie plus évolutive qui allait amener des fonctionnalités qui étaient pour nous pertinentes non seulement maintenant, mais aussi demain. Et typiquement, effectivement, alors il y a toute la partie très haut débit, mais il y a aussi la faible latence, qui est un élément qui nous intéresse pour des prises à distance de différents éléments. Je pourrais revenir dessus éventuellement. Et puis aussi tout ce qui est la multiplication des capteurs comme levier de productivité, comme levier de compétitivité. Donc c'est vraiment ça qui nous a animés. La Wi-Fi, on a fait OK, c'était pas suffisant. Réseau privé, 4G privé, OK, pourquoi pas, ça pourrait fonctionner. Maintenant, regardons cette infrastructure, on la déploie pour 10 ans ou 20 ans. Et donc du coup, on se dit, prenons un coup d'avance, amenons ces leviers de compétitivité.
Voilà. Si j'ai bien compris, dans votre site, vous avez des bâtiments qui sont interconnectés. Donc c'est un usage à la fois indoor et outdoor de la 5G que vous allez réaliser dans votre expérimentation. Exactement. Et, c'est vrai qu'il y a un bon exemple assez concret. Nos 50 hectares outdoor, on va être capable de les couvrir uniquement avec 4 antennes. En Wi-Fi, ça aurait été au moins 20 fois plus. Et encore, on aurait eu une couverture bien plus approximative. Donc, on est vraiment sur un gain significatif en outdoor. Donc là, on est sur du 2,6 GHz. Et en indoor, là, on va être effectivement, alors, un grand nombre d'antennes qui vont être déployées sur un bâtiment. Mais effectivement, on va avoir une technologie plutôt entre 3.8 et 3.4 sur la bande 3.8, 3.4 expérimentale pour couvrir toute la partie indoor. Voilà, donc, Merci Aurélien. Marc, alors on a quand même de la chance. Hein. Sur les intervenants, on a 3 projets qui ont été cités par le ministre, hein, ISNCF, ArcelorMittal et ACOM. Donc ça prouve, si c'est nécessaire, l'importance d'un engagement de la part de l'État. Donc qu'est-ce que vous allez concrètement apporter pour favoriser le déploiement de la 5G dans notre cher et beau pays ? Alors, la DGE, c'est la Direction générale des entreprises, c'est l'administration qui est en charge des 3 derniers mots de notre ministère, donc souveraineté, industrielle et numérique, avec vraiment l'idée de faire en sorte qu'on ait une action transformante sur la vie des entreprises, sur la décarbonation des process de production et la numérisation des process de production, avec un double objectif, à la fois de travailler sur les secteurs et puis aussi sur les actions transverses pour ces différents secteurs. Ariel l'a mentionné, on aurait fait ce 5G Day il y a 2 ans ou 3 ans, avant le Covid. S'agissant de l'action de l'État, on aurait eu des choses à raconter, mais vraisemblablement beaucoup moins que maintenant. Donc aujourd'hui, pour replacer le grand plan, donc nous on a fait d'abord un plan de relance après le Covid, dans lequel on a financé des plateformes d'expérimentation sur la 5G, dans le cadre de cette stratégie d'accélération qu'on a mis en place sur la 5G. Dans les stratégies d'accélération, dans les plateformes, je vais y revenir après, mais il y a effectivement les plateformes qui ont été mentionnées par le ministre et celles de mes collègues aujourd'hui ici. Et puis on a mis en place un plan plus large après le plan de relance, qui est le plan France 2030. Et France 2030, c'est pas seulement sur la 5G, bien sûr, puisque c'est 54 milliards d'euros qui sont investis par l'État dans l'innovation et les technologies futures. Et dans ces 54 milliards d'euros, il y a une part significative pour les technologies numériques d'une part et les réseaux, les technologies de réseau et la 5G et future en particulier, avec plusieurs objectifs. Donc à la fois la diffusion de ces technologies de réseau, donc c'est vraiment ces endroits dans lesquels on finance de l'innovation pour faire en sorte qu'on ait vraiment de l'expérimentation sur des cas d'usage de la 5G, donc tels que Aurélien ou Iman l'ont mentionné. Et puis aussi on travaille sur l'offre technologique, puisque dans notre objectif on a un sujet d'industrialisation et de transformation de l'économie, mais on a aussi un sujet de souveraineté. Et faire en sorte qu'on ait des entreprises sur le territoire national, des entreprises françaises qui soient capables de maîtriser les technologies de réseau sur l'ensemble des briques technologiques qui composent un réseau 5G, c'est un élément essentiel de notre stratégie. Les autres aspects qui sont très importants pour nous, c'est la recherche amont, bien sûr, sur les aspects les technologies de réseau en général, et puis les aspects formation. Je pense que tout au long de la journée, on aura aussi l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet très important pour l'ensemble des entreprises du secteur de trouver les personnes, les employés qui sont capables de maîtriser les technologies télécom et les technologies IT pour mettre en place et faire ce pont entre d'une part le monde des télécoms et celui de l'industrie. Alors, un des moyens de donner de la confiance et de l'engagement vis-à-vis de la 5G, c'est de donner des preuves concrètes d'expérimentation. Et vous avez financé juste 21 plateformes, donc on a cité quelques-unes qui sont parmi nous. Comment vous les avez choisies? Et puis, est-ce que vous avez quelques exemples emblématiques de plateformes dans des secteurs autres que ceux qui sont présents sur scène? Alors, entre celles qui sont présentes sur scène et celles mentionnées par le ministre, je vais essayer de peut-être être un peu original, mais c'est pas certain que j'y arrive. Comment on les a choisis? Alors, en fait, on a déjà fait des grands appels à projets dans lesquels on a su motiver les entreprises du secteur, et je les remercie encore pour
leur motivation à l'orée à la sortie du Covid pour proposer des cas d'usage et des expérimentations. C'était quand même un challenge pour des entreprises d'investir dans les technologies de réseau au moment où justement elles doivent potentiellement se remettre aussi de la crise. Et donc il a fallu proposer des solutions pour investir davantage, et là on voit que la manière dont ça a été pensé, c'est vraiment de faire en sorte que ces cas d'usage, ces expérimentations apportent de la valeur ajoutée au process de l'entreprise et à la compétitivité de l'entreprise. C'est vraiment un point extrêmement important sur lequel il faut insister. Le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on n'ait pas des réseaux 5G pour des réseaux 5G, c'est de faire en sorte que ça apporte au process de production et à la compétitivité de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on les a choisis dans les différents secteurs de l'économie. Aujourd'hui, on a des plateformes qui sont beaucoup dans l'industrie 4.0, dans l'industrie au sens large. On en a dans la logistique avec la SNCF, mais aussi avec Aropa et Hub1 au Havre. On en a aussi dans la mobilité connectée, plus généralement, puisque c'est aussi un des enjeux de la 5G, c'est au-delà des usines qui vont fabriquer les véhicules, c'est aussi de regarder comment la 5G va apporter des services supplémentaires pour les véhicules connectés. On en a dans le secteur du divertissement et je pense par exemple au stade qui sont équipés en 5G. Alors il y a eu des expérimentations au stade chez le ministre, au stade de Saint-Quentin-en-Yvelines, au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui sont aussi le préalable sans doute à des expérimentations plus larges qu'on espère voir émerger dans ce secteur pour les JO 2024. Et puis si je choisis un exemple emblématique aussi, c'est alors je ne sais pas s'il sera évoqué durant cette journée, mais c'est celui d'ASN aussi, donc Alcatel Submarine Network à Calais, qui a mis en place un réseau 5G privé. Le plus grand d'Europe, je ne sais pas, puisque visiblement la première place est disputée, mais en tout cas sur 50 000 m² d'usine en indoor, a mis en place un réseau privé pour vraiment optimiser son process de production, à la fois sur vraiment les procédures de fabrication, sur des choses très précises. Alors, je pense qu'Aurélien pourra aussi le signaler, mais sur tout ce qui est la mesure de remplissage, alors des cuves de stockage, puisque l'un des challenges pour ASN, c'est vraiment d'avoir un embobinage des câbles sous-marins qui soit extrêmement précis, parce que sinon on perd beaucoup de place et donc d'argent. Et donc tout ce qui est aussi maintenance à distance. Donc plusieurs cas d'usage qui sont expérimentés et qui permettent déjà visiblement d'avoir un ROI positif sur en tout cas quasiment moins d'1 an sur le réseau privé qui a été développé. Donc ça, c'est extrêmement important de signaler que c'est ce ROI qui compte beaucoup pour les entreprises et qu'il faut aussi mettre en avant durant notre journée ici. Alors, restons sur les ROI et les cas d'usage. Aurélien, quels sont les cas d'usage que vous souhaitez mettre en place dès le démarrage et puis lesquels vous allez mettre en place petit à petit? Alors, effectivement, je vais positionner ça en tant qu'industriel. Donc là, pour nous, un cas d'usage un peu emblématique sur lequel on essuie quand même un petit peu de plaque, c'est celui de venir rajouter des capteurs qui n'existent pas au sein de nos machines. Et typiquement, on parle de capteurs acoustiques ou de capteurs de température qui vont permettre de donner des signatures, des signaux faibles, comme quoi quelque chose ne fonctionne pas. Et en faisant ça, on passe de maintenance préventive à maintenance prédictive. Et aujourd'hui, on a déjà quand même pas mal de simulations qui nous indiquent qu'on est plutôt bien orienté. Et donc, le premier cas d'usage, ou l'un des cas d'usage, sera de déployer des capteurs choisis à différents endroits de l'usine pour pouvoir anticiper des pannes ou anticiper des malfonctionnements, ce qui nous fait gagner des points de productivité avec des points de disponibilité machine. Donc là, on est sur des choses finalement assez simples et qui ont des retours sur investissement extrêmement rapides. Vu de ma fenêtre de béotien, pour moi, un capteur de vibration, ça n'envoie pas des tonnes d'informations, ni en permanence. Pourquoi est-ce que la 5G... Là, on va être sur des capteurs en mode deploy and forget, donc on va vraiment les déployer
et on va les, entre guillemets, on va les oublier, les abandonner. Donc là, on a besoin de peu de remontées d'informations, mais des choses qu'on va pouvoir déployer très facilement et qui vont se connecter avec le réseau. Et à terme, c'est des forêts de capteurs qui seront alors, déployés. peut-être pas des forêts, mais en tout cas des sessions d'arbustes assez conséquentes, on va dire. Voilà. Non, mais là, on va vraiment profiter de la partie Massive Type Communication dans le triangle des applicatifs 5G. Donc là, c'est vraiment la multiplicité des capteurs. Donc ça, c'est un premier. Après, le deuxième, alors, il y en a beaucoup. Alors, sur la partie augmentation, faible latence, réalité augmentée. Donc là, l'aspect maintenance à distance, support à distance. Alors nous, on met ça au-delà de la maintenance. Ça peut être aussi faire de l'expérimentation. On a un très grand site et parfois, c'est effectivement plus que 600 mètres qu'il faut marcher. Si on parle de kilomètres d'un bout à l'autre. Et donc, un technicien d'un côté peut demander de l'aide d'un bureau d'études par ailleurs. Et donc, les lunettes à réalité augmentée nous permettront d'assister les personnes à distance, sachant qu'on a déjà expérimenté sur de la 4G publique. Et là, on a vu vraiment les limitations du réseau. Enfin, ça marchait parfois et parfois pas. Ça tombait en marche. Et c'est juste, en fait, il y a des moments, la latence n'était pas acceptable, et donc rendait le fonctionnement ou le principe complètement aberrant. Et donc c'est vrai que là, la partie 5G privée va nous permettre de garantir une latence. Cette garantie de latence, cette garantie de flux est un élément qui va vraiment nous amener des gains et nous amener effectivement de la productivité. Et puis le dernier, sur lequel on compte sur le soutien aussi de la DGE, donc on espère profiter de la faible latence pour pouvoir reprendre la main à distance sur des AMR, donc sur des petits robots autonomes qui vont venir optimiser nos flux sur des goulots d'étranglement. Donc on va aller vraiment travailler sur nos goulots d'étranglement, travailler sur ces flux extrêmement critiques, et on va venir accélérer effectivement ces flux-là. Donc là, c'est de nouveau des points taux de rendement synthétique ou de productivité, enfin voilà, tous les indicateurs que vous voulez bien. Et là-dessus, par contre, avoir un flux synthétique, avoir un flux critique automatisé peut poser des contraintes, et donc prendre la main à distance via la 5G avec une faible latence doit nous permettre de remonter tout ça. Et donc on devrait s'appuyer sur la DGE pour faire un AMI, pour faire appel à effectivement des sociétés, idéalement françaises, pour nous amener là-dedans. Voilà. Le message est passé, Marc. Iman, même question, quel cas d'usage prioritaire chez ISNCF ? Alors, un des cas d'usage qu'on a pu identifier et qui est le plus prioritaire pour nous, c'est la continuité de service numérique. En fait, actuellement, les agents, que ce soit en technicentre industriel ou en technicentre de maintenance, ils rencontrent en fait des irritants, des difficultés en fait par rapport aux réseaux qu'ils utilisent actuellement, que ce soit les réseaux publics ou le Wi-Fi en technicentre industriel et les réseaux publics en technicentre de maintenance. À titre d'exemple, par exemple, au technicentre industriel, les agents, quand ils sont en mobilité, et quand en fait leur terminal il change de borne Wi-Fi, ils perdent la connectivité. Voilà. Et donc nous, à travers la 5G, ce qu'on souhaite, c'est en fait de fournir à nos agents une connectivité performante avec une dégradation de la qualité de signal. Après, on a une deuxième grosse famille de cas d'usage qui est liée à la caméra, notamment pour les usages en gare. Et ça, c'est pour en fait améliorer l'expérience voyageur. Voilà. Donc, en ce moment, en termes de déploiement, dans le cadre du projet Living Lab, donc là, on expérimente différentes bandes de fréquences sur 3 sites pilotes à Rennes. Donc le premier réseau qui a été déployé, c'est le réseau en gare sur la bande 20 GHz. On a en technicentre industriel, on a déployé aussi un réseau avec Nokia sur la bande 3.8. Pour les applications qui sont destinées à des applications industrielles. Et là, prochainement, on va déployer un réseau en technicentre de maintenance sur la bande 2.6. Bien, merci Iman. Donc, il y a du travail et du pain sur la planche, là. Olivier, je reviens vers vous parce qu'on vient de parler de multi-réseaux, d'implantation. Alors, donc, vous êtes un des maîtres de l'implantation avec vos pylônes. Hein. Question peut-être de Béotien. Comment est-ce qu'on peut installer plusieurs réseaux sur un seul pylône?
mécaniquement, ça me paraît pas très très compliqué, mais comment est-ce qu'on garantit qu'il n'y ait pas d'interférence entre les réseaux, que la sécurité et la confidentialité soient préservées? Jusqu'où est-ce que vous allez dans ce questionnement? Oui, alors très bonne question. On a effectivement une complémentarité entre différents types de réseaux. Il n'est pas rare de voir sur un site, un pylône de Totem, des équipements du ministère de l'Intérieur, de la SNCF, d'autres clients de collectivités locales et puis des opérateurs publics de 4G, 5G, donc qui cohabitent un peu comme dans une copropriété. Nous, on est propriétaires, puis on a des locataires. Donc, il faut appliquer des règles de bonne conduite et de vie ensemble pour que tous ces équipements soient compatibles et qu'il n'y ait pas d'interférence et pas de difficultés. Ça fait l'objet d'un travail très précis de la part des équipes Totem, de nos partenaires qui regardent l'expression de besoin initial et qui identifient quelle doit être la distance entre les équipements, les antennes, les modules, etc. Donc tout un travail très précis de plan. Et une fois que tout le monde est d'accord, après, ensuite, l'installation peut se passer. Donc ça, c'est le premier point. Et donc cette cohabitation, elle existe depuis plusieurs années. Elle va continuer à exister entre différents types d'équipements sur des mêmes infrastructures. Et donc, on parle plutôt là de partage de réseaux passifs sur un même pylône. Et puis, on peut citer 2 cas sur lesquels on a été beaucoup plus loin dans la mutualisation, là, pour le coup. 2 sujets phares de Totem sur lesquels nous travaillons actuellement avec les équipes. C'est la ligne 15 du Grand Paris Express, puisque nous avons gagné l'appel d'offres pour la couverture de la ligne 15 Sud avec un réseau mutualisé à destination de tous les opérateurs et dans lequel il y aura également un réseau privé pour les usages propres, bien sûr, à la société de transport. Et puis, un autre cas, vous avez parlé du vélodrome, je parle d'un autre vélodrome un peu plus dans le sud, dans lequel nous avons également installé un réseau multi-opérateur 5G avec des capacités et des possibilités offertes aux opérateurs. Évidemment, Orange, en tant que gestionnaire et occupant du stade, a mis en place un 5G Lab qui accueille des startups, des entreprises, des PME pour pouvoir tester des cas d'usage également dans le cadre de ce lieu. Donc là, c'est là où arrive un peu la limite entre l'opérateur d'infrastructures passives et les opérateurs qui vont proposer des cas d'usage indispensables à ces entreprises, à ces startups, à ces PME pour tester des cas. Typiquement, là, dans ce cas d'un stade, par exemple, ou d'enceinte de sociétés de transport et de métro. Aurélien, jusqu'à présent, on a dit que du bien de la 5G, c'était un petit peu la séquence bisounours. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques difficultés quand on se met en ordre de marche pour faire avancer les choses vers la 5G? Je dirais, on est en avance aujourd'hui, on est un peu précurseur, et donc comme tout précurseur, on se doit d'essuyer des plâtres. Donc effectivement, alors je vois bien les grands yeux de Philippe Herbert juste devant, donc je vais faire quand même extrêmement attention et je vais compter mes mots. Ne regardez pas. Mais typiquement sur le cas d'usage sur les capteurs, c'est quelque chose qui intrinsèquement n'est pas compliqué, pour lequel on est convaincu du ROI, mais la disponibilité des capteurs par rapport aux fréquences nous pose parfois des petits défis. Alors qu'on peut un petit peu contourner via des gateways, via d'autres options, mais on reste convaincu de la pertinence. On a évoqué de nouveau avec la DGE la possibilité de regarder d'autres fréquences pour lesquelles les capteurs seraient disponibles. Donc en soi, ce n'est pas des verrous qui seront insurmontables. Mais effectivement, au-delà de la séance bisounours, on rencontre quelques petits essuyages de plâtre. Et puis après, comme toute entreprise, un projet de ce type-là, crise de semi-conducteurs, coût de l'énergie, voilà. Donc ça facilite rien du tout. Donc on a eu quelques petits délais sur notre projet. Voilà. Merci Aurélien. On va maintenant demander à David Gliger de nous donner sa vision sur les difficultés ou les points de dissension sur les projets 5G. Régie, deuxième partie de la vidéo. Doit être accompagné. Et il faut former nos collaborateurs qui sont en demande légitime d'accès aux solutions de mobilité, à condition qu'elles soient adaptées à leur mission. Cela demande un travail de proximité avec le terrain pour tenir compte des besoins et ne pas tomber dans les travers de la technique pour la technique. Cela change les habitudes de travail et cela doit être accompagné afin de ne pas créer des irritants ou des peurs inutiles. Nous avons donc des échanges réguliers avec nos différents sites et différents secteurs pour tenir compte des retours et mesurer la satisfaction de nos salariés dans les solutions mises en place. Il faut aussi être rigoureux en termes de méthodologie de projet pour un projet de cette ampleur. Il faut apprendre à travailler avec des opérateurs
ou intégrateur en tant qu'industriel, de manière à aligner les processus et les équipes dans un objectif commun. Un réseau privé industriel doit être opéré par les équipes internes, comme les autres réseaux, pour garantir une accessibilité H24 sans perte de production. Cela demande de la formation des équipes et un accompagnement managérial pour gagner cette confiance nécessaire. Tous ces points se traitent par un engagement à tous les niveaux de l'entreprise pour faire de ce type de projet non seulement une réussite technique, mais aussi une réussite métier. Merci à toutes et tous. Merci David. Iman, on reste dans la séquence irritant. Donc de votre côté, quels sont les freins ou les difficultés que vous avez dû surmonter dans le déploiement de vos projets? Alors, à date, en fait, on n'est pas dans une phase d'expérimentation. Donc, comme je l'avais cité tout à l'heure, on est vraiment dans une phase de déploiement, finalisation des déploiements des réseaux 5G privés. On n'a pas identifié des difficultés technologiques majeures. Vous n'avez pas les mêmes composants qu'Aurélien? Vous avez pas de difficultés à récupérer les composants 5G, ils sont disponibles sur étagère, tout ça? Alors oui, grâce à Nokia. Donc grâce à Nokia qui dispose en fait des équipements nécessaires pour nous permettre en fait de déployer la 5G sur le terrain. Et on fait aussi des simulations radio sur les réseaux qu'on déploie, qu'on a déployés dans le cadre du projet Living Lab avec Nokia. Et nous sommes en fait confiants sur les performances que nous allons atteindre sur chaque cas d'usage ciblé. Par contre, en fait, les difficultés qu'on a pu rencontrer sont d'ordre logistique. Il faut savoir en fait que c'est très très difficile de déployer de la 5G dans des environnements contraints comme les emprises ferroviaires. Pour installer un équipement ou un point haut, il faut que ça respecte en fait toutes les exigences de sécurité, et cela implique en fait plusieurs parties prenantes à la SNCF. Et donc nous devons en fait valider chaque point de sécurité avant d'installer un équipement. Problème de gouvernance dans les grandes entreprises. Ouais, tout à fait. Ouais. Je peux peut-être confirmer, effectivement, nous, en tant qu'à la fois bailleur et client, et une relation de long terme avec la SNCF, nous avons des équipements qui sont sur des emprises SNCF. Il y a des règles de sécurité, des règles d'accès, de maintenance qui sont extrêmement strictes. Je pense que c'est un point important d'ailleurs qu'on peut souligner, c'est que dans tout cet écosystème, les sujets d'accès, de sécurité, de maintenance, de protection sont absolument indispensables, et on ne peut pas imaginer que n'importe qui puisse rentrer sur n'importe quel site. Et donc le travail de la SNCF est extrêmement un bon exemple de règles d'accès extrêmement fortes, auxquelles évidemment nous-mêmes en tant que TowerCo et les opérateurs se plient bien sûr. Et donc, je recommande vivement aux différentes entreprises qui ont les mêmes environnements, des environnements similaires à la SNCF, d'anticiper la préparation de leurs installations pour ne pas avoir des soucis plus tard. Iman et Aurélien, on va terminer avec vous la séquence Darkside, avec l'inévitable question sur la pollution électromagnétique. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré, des réticences parmi vos collaborateurs ou salariés? Alors effectivement, nous, en fait, pour assurer nos agents dans les technicentres, nous avons mené en fait des mesures, une étude d'exposimétrie. Ça consiste en fait à faire des mesures de niveau de champ électromagnétique et voir si on est conforme par rapport à ce qui est autorisé par l'ANFR et l'ARCEP. Et donc dans les réseaux qu'on a déployés, comme exemple celui au technicentre industriel, on a obtenu des résultats qui sont conformes par rapport aux seuils qui sont autorisés par l'ANFR. Donc les IRP sont d'accord. On est confiant par rapport à ça. Nickel. Aurélien, de votre côté, pareil? On confirme. Alors effectivement, quand on a parlé de projet 5G en CSE, on a tout de suite eu quand même quelques inquiets. Et donc pour ça, on a quand même eu un lot sanitaire qui vérifie effectivement qu'il n'y avait pas de
danger, d'exposition aux gens. On s'est appuyé sur la DGE qui nous a mis en lien avec la NFR. On s'est appuyé sur l'expérience de la SNCF qui sont un peu en avance sur nous là-dessus. Et finalement, là, on arrive à la fin de cette problématique-là avec une vraie prise en main aussi par la médecine du travail. Et donc finalement, la médecine du travail, plutôt que de se mettre en résistance, à un moment, a pivoté et finalement, ça se déroule bien. Mais ça aurait pu être un vrai frein. Bien, on vient de clore la séquence Darkside. Donc, Marc, maintenant revenons avec le côté Jedi un petit peu. De votre côté, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des freins à la mise en place de ces projets? Pas forcément techniques. Hein, alors, notre travail, c'est de fait d'identifier les freins et ceux que mentionnent Aurélien et Iman ou David sont absolument essentiels. Nous, on a mené une mission spécifiquement sur ce sujet-là avec Philippe Herbert ici, qui était vraiment chargé d'identifier ces freins et de proposer des solutions. Et donc, dans les freins que vous avez, que nos trois intervenants ont mentionné, donc à la fois l'acceptabilité, l'acceptation par les salariés et le chemin qui était nécessaire pour emmener tout le monde, l'exigence de succès métier, donc faire en sorte que ce soit vraiment un travail qui soit pas seulement des techniciens de l'IT ou de mettre en place un réseau privé, mais que ce soit travailler avec l'ensemble des équipes. Dans les sujets de formation, bien sûr. Dans les points que moi je voudrais mentionner et sur lesquels on a beaucoup réfléchi aussi à la suite de la mission de Philippe, on avait le sujet des fréquences et de la disponibilité des fréquences, bien sûr. Les fréquences, ça a un coût, il y a un enjeu de disponibilité, il faut les demander, faire une demande d'autorisation auprès de l'ARCEP. Ça a un prix aussi, donc puisque il faut payer. Enfin, c'est une ressource rare et donc il faut payer les fréquences que l'on utilise pour son réseau privé. Et donc sur ce volet-là, ça avait été identifié comme un frein fort au développement de la 5G industrielle. Et on a, à la suite d'une consultation publique, mis en place, révisé un décret sur la tarification des fréquences et notamment de la bande 2,6 GHz qui est utilisée dans un certain nombre de réseaux privés aujourd'hui et qui a pour effet de significativement réduire le prix des fréquences, puisqu'en gros on avait un prix plancher à 77 000 € pour tous les sites inférieurs à 100 km², et maintenant on est capable d'aller bien en dessous et donc de donner d'accorder des fréquences pour des surfaces d'un kilomètre carré, ce qui fait en gros qu'on passe de 77 000 à moins de 5 000 € pour un kilomètre carré. Alors, sur les très grands sites, c'est pas forcément quelque chose qui change beaucoup, mais pour les plus petits, c'est évidemment très important. C'est un genre de bouclier 5G que vous êtes en train de mettre en place. Alors, il y a plein de boucliers. Le bouclier 5G, je sais pas, on va éviter les trucs trop martiaux sur la 5G, parce que c'est vrai que ça fait déjà un petit peu peur parfois, donc on est vraiment dans l'accompagnement. Peut-être juste sur les autres points qui avaient été mentionnés par le rapport de Philippe Herbert, c'est le sujet de la diffusion de l'information sur la 5G. Là, c'est pas à l'échelle d'une entreprise seulement, c'est à l'échelle de toute l'économie. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est qu'il faut faire connaître la technologie, faire connaître les possibilités, et on s'est beaucoup appuyé sur les CSF, les comités stratégiques de filière, donc qui sont les émanations du Conseil national de l'industrie, où chaque filière travaille sur des projets communs dans le cadre de ces contrats stratégiques de filière, donc avec Infranum, notamment la Fédération française des télécoms, la FFT, le CICABEL et l'AFNUM aussi, pour travailler ensemble sur la 5G et sur à la fois les explications sur les enjeux environnementaux et sanitaires d'une part, et puis ensuite la filière a travaillé pour présenter des guides pratiques de la 5G et de la 5G privée et industrielle, guides pratiques et livres blancs qui ont été préparés par le CSF Infrastructure numérique et par le CSF Solutions Industrie du futur, donc pour faire vraiment le lien entre le monde des télécoms et le monde de l'industrie 4.0. Je conseille la lecture de ces excellents ouvrages. C'est effectivement, moi aussi j'en conseille la lecture, je m'en inspire beaucoup évidemment, mais là on a les cas d'usage, on a les ROI, on a, enfin les ROI, pas complètement précisés, mais en tout cas on a vraiment des exemples très pratiques
et puis le cheminement aussi qui est nécessaire quand on se pose des questions sur la manière de mettre en place un réseau 5G dans une justement, là, aujourd'hui, on a sur scène des gens qui sont dans l'expérimentation, qui ont fait le choix de la 5G et disent on va essayer ça. Qu'est-ce que vous faites pour aider les entreprises qui sont encore un petit peu frileuses, qui aimeraient toucher un petit peu du doigt ces technologies sans forcément s'engager à très long terme? J'entends Philippe qui murmure les campus. Oui, effectivement, le ministre l'a mentionné, on a mis en place aussi à la suite de la mission de Philippe Herbert, inspiré peu ou prou des exemples étrangers et notamment allemands, dans lequel l'industrie, la recherche, le monde des télécoms est capable de travailler ensemble sur des expérimentations et d'apporter la meilleure technologie aux entreprises et ensuite et trouver le chemin pour qu'elle soit rapidement appropriée par les entreprises. Et donc on a mis en place des campus Fab Lab 5G industriels, 2 pour l'instant, donc Excelcar à Rennes, dans les anciens locaux de la Jeannet, donc du site de Stellantis, qui est un campus qui est dédié à la mobilité, mais qui a vocation à élargir aussi, enfin initialement, mais qui a vocation à s'élargir à l'ensemble de l'industrie 4.0. Et puis le site du CETIM à Cluses, où le CETIM va travailler avec Alsatis pour mettre en place aussi des expérimentations 5G à destination de l'ensemble des entreprises qui voudront expérimenter des cas d'usage. L'objectif, c'est vraiment que, avant de se lancer dans sa propre usine, dans son propre entreprise, on puisse, sur des équipements nombreux dans ces campus, regarder si ça marche, si ça a du sens, si ça peut apporter à mon processus de production. Et c'est vraiment une démarche partenariale entre les entreprises qui sont offreuses de solutions et puis celles qui vont venir utiliser ces campus pour faire vraiment le pont entre les différents secteurs. Je le redis, c'est vraiment très important que les secteurs aval se mobilisent les secteurs utilisateurs se mobilisent pour expérimenter, parce que on fera rien sans eux. Et par ailleurs, Aurélien a mentionné qu'il n'était pas en retard. Collectivement, on n'est pas non plus tout à fait en retard. On n'est pas non plus tout à fait en avance. Peut-être, je le mentionne ici. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui ont lieu dans le monde aussi sur la 5G, chez nos collègues allemands, bien sûr, qui sont très mobilisés sur l'industrie 4.0 et sur la 5G comme modalité ou comme enabler, pour le mauvais anglais, de l'industrie 4.0. Aux États-Unis, en Corée, au Japon, et tout ça, il faut bien avoir conscience que c'est de la création de valeur pour les entreprises du secteur, bien sûr, et puis pour toutes les entreprises aval. Et il faut que cette création de valeur soit commune et soit bien identifiée. Merci Marc. Alors, dernière question avant de céder la parole à la salle. Aurélien Accom est très sensible à la notion de souveraineté. C'est un sujet qu'on voit souvent dans la littérature et je l'ai même entendu dans les propos du ministre. C'est un outil de compétitivité et de souveraineté. On est quand même dans un environnement assez mondialisé aujourd'hui. En quoi est-ce que la 5G permet de regagner de la souveraineté ? Nous, on a pris le parti d'orienter notre solution vers une solution souveraine. Donc on est effectivement... on est rassuré dans le fait qu'on maîtrise nos technologies, que ces technologies seront pérennes. Voilà, donc effectivement, c'est aussi un levier de compétitivité pour ne pas être dépendant demain d'un fournisseur ou d'une source qui pourrait décider que ces semi-conducteurs ne sont plus autorisés en Europe. Je donne un exemple, j'espère qu'il n'arrivera jamais, mais voilà, donc cette pérennité de la technologie 5G était importante pour nous et donc cette souveraineté était clé. Donc c'est aussi un levier de compétitivité et qui nous permettra de durer dans le temps et de maintenir de l'emploi, tout simplement. Merci Aurélien. A-t-on le temps pour quelques questions ? Alors je pense que vous avez tous des micros. De mémoire, il faut appuyer sur un bouton pour le mettre en route. Donc le premier qui appuie sur le bouton a gagné. C'est comme les jeux télé où il faut buzzer. Bon, je continue. Allez, hop. Sobriété énergétique. La 5G a-t-elle des cartes à jouer sur ce domaine-là ? La 5G a 2 leviers. Le premier, c'est le réseau intrinsèquement est plus efficace énergétiquement. Donc effectivement, le choix de 4G versus 5G privé, c'était plutôt vers la 5G qui présente des bénéfices de pouvoir s'éteindre au moment choisi. Enfin, voilà, donc intrinsèquement, la 5G nous amène de la sobriété énergétique. Et puis derrière, ces réseaux 5G sont aussi des leviers pour réduire nos consommations, que ce soit sur les machines,
Donc sur des choses productives, ou on va dire des choses moins productives, j'aime pas dire ça, mais dans des salles de réunion, on va éteindre mettre les bonnes températures. Donc clairement, la 5G, avec sa capacité de nouveau de ramener des capteurs de manière très facile, des éléments thermiques, de faire de l'inspection avec de la haute résolution, tout ça, ça va effectivement nous permettre de réduire à la fois notre consommation énergétique, notre empreinte environnementale. Donc en fait, l'équation est plutôt bonne avec la 5G privée. Voilà. Juste pour rajouter sur ce volet-là, la réduction de l'empreinte carbone, parce que beaucoup moins de déplacements. Aujourd'hui, si à chaque fois on doit se déplacer sur un site, sur une usine à distance pour des opérations de maintenance, etc., et qu'on peut avoir énormément de choses à distance rendues possibles grâce à ces réseaux-là, effectivement, c'est un levier formidable de réduction d'empreinte carbone, et je pense qu'on est tous engagés et sensibilisés sur ces sujets-là. Iman, j'imagine aussi que la stratégie, la politique RSE de la SNCF fait qu'il faut aller vers plus de sobriété numérique. La 5G a un rôle à jouer là-dedans. Vous pouvez répéter? Dans la sobriété numérique, le fait de réguler la consommation énergétique, est-ce que la 5G va vous permettre de la réduire? Oui, tout à fait. Bien. Marc, pour terminer, la France, c'est un très très beau pays, mais tout seul, on n'arrivera pas à changer le monde. Le ministre a parlé de partenariat, notamment avec les Allemands. Jusqu'où est-ce qu'on peut défendre à la fois une politique souveraine et puis être également à l'écoute de ce que font les autres pays? Alors, d'une manière générale, la souveraineté, aujourd'hui, dans le monde industriel et numérique, on la pense beaucoup à l'échelle européenne. Et on fait des vrais efforts pour rapprocher nos écosystèmes industriels. En général, on a un traité spécifique avec l'Allemagne aussi sur ce sujet-là, le traité d'Aix-la-Chapelle, enfin le traité de l'Élysée et d'Aix-la-Chapelle, avec un volet sur la 5G, donc des expérimentations communes qui permettent de mettre ensemble dans un projet un offreur de solutions d'un pays et puis un utilisateur de l'autre. Et c'est vraiment sur 8 projets, c'est comme ça qu'on a fonctionné. On a par exemple, typiquement, la SNCF travaille sur son site de Biesheim avec sur tout ce qui est connectivité dans des environnements très contraints d'un point de vue industriel, notamment très métalliques, avec des gros objets, les trains. Des grosses structures et voilà. Et donc c'est sur ce de Biesheim avec aussi des offreurs de solutions français et allemands. Biesheim est en Alsace, c'est pas donc c'est un peu entre les deux. Et au-delà de ça, on a aussi, alors on travaille sur le futur des réseaux aussi au niveau européen. On a un projet important d'inter-européen commun, un grand projet européen industriel sur l'électronique d'une part et sur la connectivité de l'autre, avec plusieurs projets français qui ont été sélectionnés, qui vont apporter des solutions, enfin les solutions du futur en matière de connectivité, avec des réseaux privés, enfin des réseaux virtualisés de bout en bout sur la 5G, ou alors des réseaux sécurisés, par exemple dans le cas des projets portés par Airbus, des réseaux sécurisés de bout en bout avec des bulles tactiques 5G. Tout ça, ça nous éloigne un tout petit peu de la 5G industrielle, mais il faut vraiment penser aussi l'étape suivante. Et donc nous, notre travail, c'est vraiment de faire en sorte que on soit dans le présent avec la marche en cours sur la 5G privée et industrielle, et puis on prépare la suite. On a aussi un appel à projet en cours sur la 5G avancée et la 6G pour permettre à des offreurs de solutions, à des développeurs français de travailler sur ces enjeux-là, qui est ouvert depuis janvier et jusqu'en juillet 2024. Donc voilà, je fais aussi un peu de pub pour les dispositifs d'appel à projet ouverts avec BPI France. Donc si vous voulez candidater, c'est le moment. Ariel, je propose qu'on arrête cette table ronde de façon à rendre l'antenne, à moins qu'il y ait une question qui émerge. Bonjour. J'avais une question sur tout ce qui est le côté, j'allais dire, pédagogique, enseignement supérieur. Il y a des initiatives un peu où vous travaillez avec différents campus universitaires. Alors je me présente rapidement, je suis Luc Briot, moi je suis de Mines Nancy. Et on travaille notamment sur le sujet de la 5G, donc c'est pour ça savoir un petit peu où ça en est, parce que il va y avoir toute la thématique de formation des futurs ingénieurs sur ces thématiques-là, et de ces écosystèmes, et donc voir un petit peu toutes les démarches autour de ça. Oui, alors merci beaucoup Luc, et effectivement, et bravo pour l'inauguration du réseau privé sur le campus de Nancy tout dernièrement. Effectivement, on a cette problématique de la formation. Dans le cadre de France 2030, on a un dispositif spécifique, on a plus de 2 milliards d'euros qui sont consacrés
à la formation pour les différents secteurs stratégiques qui sont identifiés dans le cadre de France 2030 et pour la 5G et les réseaux du futur en particulier. Et donc on finance des nouvelles formations sur la 5G. À terme, notre objectif, là on a qualifié deux nouvelles formations, donc de l'INSA de Rennes et puis de l'IMT, qui doit d'ici 2030 former à peu près 20 à 25 000 étudiants supplémentaires sur les technologies 5G et sur justement ce continuum entre la 5G, le cloud ou la cloudification des réseaux et puis l'IT. Et je mentionne que ce dispositif est toujours ouvert. Je vous demande un rafale d'applaudissements pour nos amis intervenants. Et je repasse la parole à Ariel.